En 1910, lors d'un voyage en Angleterre, Claude Debussy rencontre la danseuse Maud Allan. On ne connaît ni la date de leur rencontre, ni ce qu'ils se sont dit. Toujours est-il qu'il rentre en France avec la commande d'un ballet égyptien provenant de Miss Allan. En 1913, Charles Koechlin achève l'orchestration de Kama. En 1918, Debussy meurt. L'œuvre n'est créée qu'en 1924 et encore en version orchestrale, sans danseur, et il faudra attendre 1947 pour qu'elle soit jouée pour la première fois devant un public en version dansée pour laquelle elle a été composée à l'origine. Debussy n'entendra jamais Kama, Maud Allan ne dansera jamais sur la musique de ce ballet. Dès le départ, on sent que Debussy n'est pas entièrement convaincu par ce projet. Dans une lettre à son ami Robert Godet, datée du 6 février 1911, Debussy l'évoque en ces termes. Revenu à Paris, je me suis mise à un ballet pour une Miss Maud Allan, anglaise on ne peut plus. Pour compenser, le ballet est égyptien. L'argument tiendrait dans la main d'un enfant, sans intérêt comme cela se doit. D'autres arguments d'une autre sonorité m'ont poussé à l'écrire, et aussi des raisons d'économie domestique. En d'autres termes, Debussy a besoin d'argent et accepte une commande pour se renflouer. Depuis 1909, les choses vont de mal en pis pour lui. Il accepte des travaux alimentaires, faute de ressources financières suffisantes, comme de diriger des concerts un peu partout en Europe, ce qui dévore ses forces. À partir de cette période, il doit donc accepter des commandes qui le conduisent à quitter les projets qui le motivent le plus, notamment la composition de 2 opéras, d'après des nouvelles d'Edgar Allan Poe qu'il ne terminera jamais. Alors quand une certaine Maud Allan lui propose d'écrire un ballet, pour la modique somme de 10 000 francs, il n'hésite pas longtemps. Mais qui est donc cette Miss Maud Allan dont Debussy dit dans sa lettre qu'elle est anglaise on ne peut plus? Eh bien, il faut dire qu'elle est anglaise on ne peut moins, puisque bien que Debussy l'ait rencontrée en Angleterre, elle était en réalité canadienne. Il s'agit d'une danseuse, et si aujourd'hui son nom est retombé dans l'anonymat, elle a pourtant eu beaucoup de succès au début du siècle dernier, jusqu'à être considérée comme la principale rivale d'Isadora Duncan, notamment grâce à son interprétation en 1906 des Visions de Salomé, composées non pas par Richard Strauss, mais Marcel Rémy. En témoignent ses tournées mondiales qui n'ont rien à envier à celles de nos grandes stars actuelles. Au cours de sa carrière, elle se produira à Londres, Saint-Pétersbourg, Moscou, Johannesburg, Paris, Malte ou encore en Égypte. Il faut aussi ajouter que c'est une personne dotée d'une très forte personnalité et assez encline à la mégalomanie et à la mauvaise foi, ce dont Debussy va bientôt faire les frais, mais il ne le sait pas encore. Ceci mis à part, en 1910, quand elle lui commande un ballet, Maud Allan est au sommet de sa carrière, et je suis absolument convaincu que Debussy n'a pas accepté cette commande seulement à cause de soucis financiers. En fait, Maud Allan lui a donné l'occasion de concrétiser le projet de réaliser un ballet, chose qui trotte dans sa tête depuis longtemps et qu'il a pendant sa carrière envisagé, puis abandonné à maintes reprises. Dans ce tableau, qui répertorie toutes les musiques dramatiques du compositeur, que ce soit opéra, musique de scène ou ballet, on constate que, à partir de Kama, toutes ces œuvres dramatiques seront des ballets. On peut se poser la question suivante, qu'est-ce qui pousse Debussy à sauter le pas de la composition d'un ballet? À mon avis, la réponse tient en 2 mots. Ballet russe. Cette compagnie, créée par Serge de Diaghilev, se produisait régulièrement à Paris depuis 1909, et Debussy a eu l'occasion de voir et d'apprécier notamment L'Oiseau de Feu et Petrouchka, tous deux des ballets composés par Stravinsky. Debussy a d'ailleurs écrit à son homologue russe, qui lui a vraisemblablement prêté la partition de Petrouchka, « Grâce à vous, j'ai passé d'exquises vacances de Pâques en compagnie de Petrouchka, du mort terrible et de la délicieuse ballerine. J'imagine que vous avez dû passer d'incomparables moments avec ces 3 poupées, et je ne connais pas beaucoup de choses qui vaillent ce que vous appelez le tour de passe-passe. » À mon avis, c'est cette fréquentation accrue des ballets qui a décidé Debussy à s'y essayer.
Ce sont donc vraisemblablement les ballets russes qui ont tenté Debussy dans la composition d'un ballet. Quand on sait que 1910 correspond à la fois à la découverte de l'Oiseau de feu et de Petrouchka par Debussy et à la naissance du projet Kama, on ne peut pas penser à une simple coïncidence. Mais il ne faut pas croire que Debussy était prêt à mettre en musique n'importe quelle histoire. Kama est un ballet égyptien et l'ancienne Égypte est chère aux préoccupations esthétiques du compositeur. En effet, si l'on jette un œil aux œuvres qui sont inspirées à Debussy par l'Antiquité, on constate qu'elles sont nombreuses, et d'autant plus nombreuses qu'il avance en âge. De plus, ces 3 œuvres égyptiennes, Canop, Kama et les 6 épigraphes antiques, sont composées à la fin de sa carrière. Ce tableau met en commun les inspirations antiques liées à la Rome antique, à la Grèce antique et à l'Égypte antique. Il est vrai que pour les artistes du tournant du XIXe ou XXe siècle, tout cela se confond dans un imaginaire poétique du voyage en Orient, avec ce souci d'y retrouver des racines culturelles parmi les civilisations du bassin méditerranéen. Alors, qu'elles soient séparées dans le temps par 3 bons millénaires, importe peu. Prenons pour preuve le conte que Pierre-Louis intitule La maison sur le Nil et qu'il dédie d'ailleurs à Claude Debussy, preuve de l'intérêt du compositeur pour l'Égypte, et ceci dès 1893, bien qu'il ne compose sa première œuvre égyptienne qu'en 1911. Ce récit est placé dans la bouche d'un grec et s'appuie sur une légende des confins de l'Égypte et de l'Éthiopie à une époque indéfinie. Pierre-Louis nous entraîne donc dans un flou spatio-temporel dans l'évocation de l'antique, ce que nous retrouverons dans Kama. Debussy n'est donc pas le seul artiste à s'intéresser à l'antique à son époque, loin de là. Ce retour aux sources est même ce qu'on pourrait appeler un air du temps qui concerne tous les arts. Chez les peintres, ce sont surtout les symbolistes qui sont touchés par cette tendance. Le français Gustave Moreau en est une figure phare. Il consacre la quasi-totalité de ses tableaux à l'antique, que ce soit Prométhée, Orphée, Jupiter, Oedipe, Hercule ou encore Salomé, qui l'a particulièrement inspiré puisqu'il lui a consacré 4 tableaux. Ces tableaux font forte impression dans les milieux artistiques parisiens que Debussy fréquente assidûment. Dans un questionnaire de février 1889, Debussy cite même Gustave Moreau comme son peintre favori. Quand on sait qu'il a dit lui-même aimer presque autant les images que la musique, on prend toute la mesure de l'influence de Moreau dans les préoccupations esthétiques de Debussy. Chez les poètes, ce sont également les symbolistes qui nourrissent le plus leurs écrits de références antiques. Ainsi, Stéphane Mallarmé écrit-il L'après-midi d'un faune, le faune étant dans la mythologie romaine cette divinité libidineuse à pattes de chèvre et qui passe ses journées à courir après les nymphes dans les bois. Ce poème a d'ailleurs inspiré ce qui est sans doute le plus grand tube de Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune, composé en 1894 et adapté en ballet par les ballets russes en 1912. L'inspiration antique ne manque pas non plus en musique. Si l'on s'en tient aux opéras composés à cette époque du tournant du siècle, on constate que les compositeurs sont très nombreux à puiser leur sujet dans des temps reculés. 2 choses sont particulièrement frappantes. D'abord, nous noterons que l'antique intéresse tout particulièrement les compositeurs français, notamment Massenet et Fauré. Et ensuite, que les opéras prennent la plupart du temps pour personnage principal une femme, souvent fatale, ou dont le nom est chargé d'érotisme. À titre d'exemple, la Salomé de Strauss a causé un scandale, notamment à cause de la fameuse danse des 7 voiles, jugée obscène. De même, Messaline désigne aujourd'hui une femme débauchée. Dans Kama, nous retrouverons l'antique, l'héroïne féminine et son érotisme latent. Le retour à l'antique est sans doute également favorisé à la fin du XIXe siècle par les récentes fouilles effectuées dans le bassin méditerranéen qui font émerger des ruines des chefs-d'œuvre de l'art antique et que les Parisiens peuvent admirer au Louvre. C'est le cas de ces 2 œuvres que l'on a intitulées La danseuse au Crotale et La colonne des danseuses de Delphes. Debussy, qui est un grand consommateur de musées, en tirera 2 pièces. Pour La danseuse au Crotale, tirée des 6 épigraphes antiques, et Danseuse de Delphes, le premier de ses préludes pour piano. 2 pièces antiques dont le titre évoque la danse.
L'Antiquité se retrouve même au domicile du compositeur, lui qui aimait collectionner des objets en tout genre. Nous le voyons ici en compagnie d'Éric Satie, d'un Bouddha sur la cheminée, et aussi d'une tête de canope. Debussy en possédait même deux. Un canope, c'est un vase funéraire qui était utilisé par les Égyptiens pour y insérer les viscères des personnes décédées qu'ils momifiaient, afin de mieux les conserver pour leur entrée dans le royaume des morts. Ces têtes sculptées servaient à fermer le vase. Debussy a dû être fasciné par cette pratique puisqu'il en a tiré un prélude. Ce mélange d'antique, de rite et de mort se retrouveront également dans Kama. Debussy est donc véritablement baigné dans une atmosphère antique. Donc tout va bien puisque Maud Allan lui propose d'écrire un ballet égyptien. C'est pourquoi il accepte tout naturellement, et ce ne sont donc pas seulement des raisons financières qui le motivent. Debussy se met donc à la composition de son ballet égyptien, mais c'est là que les problèmes commencent. Il se retrouve rapidement inondé de lettres provenant de Maud Allan, qui va venir pinailler sur chaque point du contrat qu'ils ont établi ensemble. Il commence à perdre patience lorsque Maud Allan s'avise à critiquer la musique qu'il lui a composée. Debussy lui avait envoyé la partition pour piano de l'œuvre, c'est-à-dire la version de Kama avant orchestration, et Maud Allan va exiger que le ballet dure au moins 35 à 40 minutes au lieu de 20. Tout cela irrite Debussy, ce qui mène à une lettre de rupture dans laquelle il lui écrit « Telle que je l'ai composée, telle elle restera ». Voyons l'objet du conflit. Le ballet est constitué d'un court prélude et de 3 scènes. Le personnage éponyme, Kama, incarné par Maud Allan, apparaît et danse seule pendant toute la deuxième scène. Elle est absente pendant tout le reste de la pièce. Bien évidemment, c'est cette deuxième scène que Maud Allan voulait voir allongée. Voilà ce qu'en serait le résultat. De toute évidence, Maud Allan est guidée par l'envie d'être mise en avant par cette pièce, quitte à en déstabiliser complètement la structure. Debussy en a pleinement conscience et c'est pourquoi il n'est pas prêt à accepter un quelconque compromis. C'est alors qu'entre en scène un troisième personnage. Il s'agit de l'Alsacien Charles Koechlin. En effet, l'irritation que tout cela provoque chez Debussy va le conduire à abandonner purement et simplement l'orchestration, alors qu'il n'en était qu'à la fin de la première scène. Il délègue donc le travail à Koechlin, qui se chargera d'orchestrer tout le reste de l'œuvre jusqu'en 1913, tout en rendant régulièrement visite au maître pour recueillir ses conseils.